Cybersécurité, épisode technique. Je suis accompagné de Frédéric. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'intelligence artificielle. La dernière fois, on avait discuté du volet offensif qui est associé à ça. Cette fois-ci, on va parler du volet défensif. Donc, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle comme Blue Team, comme équipe défensive pour nous aider à faire notre travail de cybersécurité qui est justement complexifié par le volet offensif qui est dessus. Maintenant, on a des outils de notre côté et il faut rebalancer la force ou les rapports de force. Ces outils-là vont nous aider énormément dans ce chemin-là. Puis je vais te laisser amorcer là-dessus. Alors effectivement, c'est vrai qu'on avait terminé, même, je me souviens, sur une note presque négative à la fin. Ça faisait beaucoup pour un épisode, je trouve, de voir un peu tout ce que Oui. nos ennemis attaquants peuvent faire avec l'intelligence artificielle. On avait parlé d'agents autonomes, d'attaques automatisées, etc. Enfin voilà, de phishing aussi. Enfin, il y avait plein de sujets où on sent bien que ouais, c'est quand même un outil puissant pour eux. Le moteur d'intelligence artificielle, malgré toutes les protections qu'il peut y avoir, les techniques, voilà, quand vous avez ChatGPT qui vous dit désolé, je peux pas répondre à ces questions-là. On sait bien qu'il y a plein de méthodes pour y arriver quand même. Donc c'était quand même un épisode chargé chargé d'offensif la dernière fois. Heureusement, l'IA, les défensifs aussi, enfin ceux qui sont dans le défensif aussi s'en sont emparés et depuis un moment, bien sûr. Et notamment parce que pour moi, ça fait face. Il y a plusieurs enjeux en fait. Il y a l'enjeu du métier en lui-même, de la cybersécurité, avec notamment tout le côté volume de données. C'est-à-dire que en cybersécurité, vous prenez des logs, vous prenez ceux qui vont travailler sur les logs, donc que ce soit les EDR, les SIEM, etc. Les SIEM, je pense, ont beaucoup d'avance. On travaillé beaucoup avec des algorithmes d'apprentissage automatique depuis longtemps, parce que vous prenez des logs, vous prenez juste une machine, ça va vous générer peut-être des dizaines ou des centaines de logs par seconde même, ou par minute. Vous prenez un parc du coup de milliers ou dizaines de milliers de machines qui travaillent toute la journée. Vous avez des quantités de données qui sont juste considérable à traiter. Donc là, forcément, alors les règles, un petit peu règles sigma, etc. C'est des choses qui fonctionnent pour faire de la corrélation d'événements, tout ça. Les règles, ça peut être une chose, mais c'est vrai qu'on se dit très vite, il y a sans doute des choses pertinentes à faire avec de l'intelligence artificielle. Et d'une manière générale, notre métier à nous, par exemple chez Glimpse, c'est l'analyse de fichiers. C'est pareil, des fichiers sur un parc informatique, ça se compte en millions, voire en milliards. Et c'est pas du tout possible de les analyser tous à la main. Donc c'est vrai que des algorithmes qui vont permettre de traiter ça de manière automatisée, ça peut être intéressant. Et puis le deuxième sujet, pour moi dans la cybersécurité, c'est le côté des experts. On a envie d'avoir plein d'experts dans un SOC, dans un CERT, plein de gens qui vont passer plein de temps à traiter des alertes, traiter des événements, faire des investigations, etc. Le problème aujourd'hui, quand vous discutez à ceux qui montent des SOC et des CERT, c'est que ce qu'ils nous disent souvent, c'est moi, il n'y a pas de problème, je veux faire un SOC avec 10 ou 15 personnes, mais en fait, je les trouve pas, de toute façon. Donc aujourd'hui, mon SOC, c'est 2 personnes, 3 personnes. Et d'une, c'est pas parce que j'ai pas les moyens. De deux, c'est pas parce que je n'ai pas la volonté, mais c'est surtout parce que j'ai pas les profils adéquats. Donc petit message pour ceux qui découvrent un peu la sécurité ou qui se posent la question. Il y a du job, il y a du boulot derrière. Vous pouvez y aller. On a besoin d'analystes, on a besoin de gens qui font ces choses-là. Mais du coup, c'est vrai que quand on discute avec les équipes, avec les personnes qui montent ces SOC et tout ça, on parle presque pas tant en termes de retour sur investissement, sur l'achat de la solution, mais plus sur décuplage des capacités des experts présents. C'est presque plus ça le sujet, de se dire voilà, j'ai que 3 experts au lieu de 10. Bon, du coup, c'est vrai qu'il me reste de l'argent, on est d'accord. Mais surtout, comment est-ce que ces 3 experts, j'arrive à les rendre plus efficaces grâce aux solutions, grâce à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que je peux finalement intégrer dans des plateformes, dans des produits, de la connaissance qui est normalement dévolue à ces experts-là, à ces analystes, pour faire en sorte que ils se concentrent sur les menaces plus importantes, etc. Et donc c'est un peu ça l'enjeu pour moi, ce que je considère en tout cas, l'enjeu de l'intelligence artificielle en cybersécurité aujourd'hui, c'est répondre à cette problématique-là et se dire comment est-ce qu'on travaille avec des experts pour réfléchir ensemble à leur métier, à ce qu'ils font, pour faire en sorte qu'ils aient soit moins d'événements à traiter, par exemple,
soit que quand ils ont un événement à traiter, ils puissent le faire de manière plus efficace. Voilà un peu le sujet. Et après, il y a plein d'autres, voilà, il y a plein d'autres sujets, hein, qu'on va pouvoir aborder aussi sur l'intelligence artificielle, en tout cas pour la partie cyberdéfensive. Oui, absolument. Puis c'est ça, l'aide à l'analyse SOC qui est vraiment un des composants pour le moment qui est le plus crucial à mon avis. Puisque justement, tu dis on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre pour réussir à faire ça. Et en même temps, le volume de données continue à augmenter de façon constante. Fait qu'on peut, même si on est capable à l'heure actuelle de remplir notre SOC, dans 5 ans, il va nous falloir prendre le double, le triple de personnes de toute façon pour y arriver parce que on s'en va dans un cycle montant. Donc, de toute façon, tôt ou tard, il va falloir qu'on mécanise. Et dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle est un très bel outil de mécanisation et qui nous aide justement à un peu ramener les choses à effet neutre de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de la cyber, que c'est pas juste triste puis qu'on va se faire complètement avaler, mais aussi on a ça en main qui est capable de nous amener un peu plus loin. Complètement. Et puisqu'on parle du SOC, pour moi, par exemple, il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont c'est pas, il y a pas de magie en fait dedans quand on regarde, mais c'est vrai qu'on se dit bah oui, ça va nous faire gagner du temps. C'est tout ce qui est un peu dans les aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont des plateformes, vous avez une interface, vous allez dans la plateforme, etc. Vous pouvez investiguer. Enfin, nous, par exemple, quand on fait du malware, c'est ça, hein, vous pouvez investiguer un malware, etc. Via notre plateforme, regarder les éléments qu'il y a à l'intérieur, etc. Et en fait, il y a aujourd'hui ça, toutes ces solutions-là, on les met dans les mains des analystes. On en a qui nous disent j'ai à peu près 80 solutions, par exemple, à traiter au sein de mon SOC, ce qui est complètement considérable. Et donc c'est évident qu'ils peuvent pas toutes les connaître par cœur. Et des choses qu'on a vues, donc ça s'est vu. Alors il y a eu beaucoup Microsoft avec Copilot qui a fait ça. Je sais que Google aussi avait présenté un peu ses solutions d'agents pour faire ça. Moi j'ai surtout en tête, alors parce que je les connais bien et notamment parce qu'ils sont français, Gatewatcher qui est sur la partie NDR, qui a présenté ça dans un webinaire récemment. Et l'idée c'est tout bête en fait, c'est de se dire au sein de la plateforme on ajoute un chatbot avec lequel l'utilisateur va pouvoir agir. Et alors c'est pas juste un chat GPT, hein, parce que en fait avant on aura alimenté ce chatbot. Et qu'est-ce qu'on va donner à ce chatbot? On va lui donner la documentation et on va lui donner un accès aux API. Et du coup, les actions qu'on peut faire via l'interface, on peut les faire aussi via le chatbot. Et ça permet des choses intéressantes parce que ça permet de dire bah qu'est-ce que j'ai eu comme alerte par exemple hier entre 12h et 14h, voilà, des questions toutes bêtes, et hop, il va pouvoir répondre. Il répond et il dit bah voilà, il y a eu une alerte sur la machine avec l'adresse IP machin. Et ben sans aller sur l'événement, on va pouvoir dire bah d'où vient le flux réseau qui a généré cette alerte, et hop, il va pouvoir faire la réponse, et on va pouvoir même dire à la fin bah isole-moi cette machine, et il va pouvoir utiliser les API pour isoler la machine en question par exemple. Donc c'est une autre utilisation des API, c'est-à-dire que c'est pas via l'interface web, c'est via un chatbot. Et l'intérêt pour ça, c'est que l'analyse, pour moi, hein, qui va passer d'une solution à l'autre, et ben si finalement il retrouve quelque chose comme ça à chaque fois, il peut gagner énormément de temps. Et s'il a besoin même d'aller plus loin d'ailleurs, il peut très bien dans son interface dire ok bon bah j'ai ça, comment est-ce que je peux faire ça? Et puis comme je disais tout à l'heure, comme en connaissance dans le chatbot on aura fait ingérer la documentation du produit par exemple, le produit va pouvoir aider et va pouvoir dire bah voilà pour ce type d'événement vous pouvez réaliser tel et tel type d'action, etc. de telle manière. Et c'est assez simple en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un côté je parcours la documentation mais de manière naturelle en utilisant un chatbot. Et alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce qu'on parle beaucoup des limites, des LLM, des hallucinations, toutes ces choses-là. Enfin voilà, ça c'est quand même le truc qu'on entend de manière récurrente à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le meilleur usage d'un LLM pour moi, c'est quand on lui donne les informations d'entrée. Alors on peut dire oui, mais du coup pourquoi j'utilise si je lui donne la réponse, hein? Mais alors faut penser ça un petit peu différemment. Imaginez vous donnez à un LLM un texte très long et vous lui dites fais-moi une version en 3 phrases. Et ben là il n'y a pas de place pour l'hallucination. Il va pas inventer de l'information finalement. Et donc là c'est exactement la même chose. Vous prenez un chatbot, je lui dis voilà la documentation et on demande comment est-ce que je fais telle action, pas de problème. Il va réaliser l'action. Enfin, il va pouvoir piocher dans une documentation, éventuellement faire des liens entre les paragraphes de la doc et répondre à la question qui a été posée. Et donc pour moi là, il y a un réel intérêt de l'utilisation d'un chatbot. C'est un peu
bah finalement le Google hein, auquel on pose une question en langage naturel et il répond en langage naturel. Et effectivement, là où il faut se méfier, c'est comment est-ce que j'ai confiance dans le fait qu'il a la réponse. Et j'ai envie de dire, c'est comme un humain, hein, on va pas se mentir. Si on demande à un humain, si on pose une question à un humain, s'il n'a pas la réponse, l'avantage de l'humain, c'est qu'il va dire je ne sais pas. Le problème d'un LLM, enfin Pas tout le temps, pas tous les humains qui sont comme c'est pas ça, faux. là. C'est pas faux, j'en fais peut-être partie d'ailleurs. Mais non, mais effectivement, en théorie, un humain va répondre je sais pas. Le gros défaut d'un LLM, c'est qu'il n'a pas été entraîné à répondre je ne sais pas. Notamment parce qu'aller chercher sur Reddit ou sur Stack Overflow, il y a personne qui répond en disant je sais pas. Hein. Et c'est un peu là-dessus qu'il a été entraîné. Et donc en fait, le problème d'un LLM, c'est que si on lui pose une question mais qu'il n'a pas la réponse, il va l'inventer. Et c'est ça l'hallucination. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quand on pose une question à un chatbot LLM, c'est est-ce qu'il a la réponse à ma question? Et s'il a la réponse à sa question, enfin à la question qu'on a posée, alors il y a assez peu de chances qu'il se trompe et qu'il fasse des hallucinations. Et du coup, là, on a un réel effet de levier hein, de l'exploitation du LLM sur c'est de la requête de documentation quelque part, hein, mais quand c'est bien intégré au sein d'un produit, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui donne de l'efficacité à nos analystes. Ouais, tout à fait. Puis en l'opérant dans un cadre très défini, très restreint, où si on évite la hallucination comme tu mentionnes, on le fait justement maîtriser le 10 outils ou les 90 outils qui sont dans notre entreprise, dans lesquels on doit comprendre. Donc, lui va comprendre et pour l'analyste, dans sa langue naturelle, il va être capable de poser la question et la réponse va apparaître, va fonctionner, peu importe ce qu'il en est. Puis ça, puis même, parce que j'ai parlé avec certains concepteurs de LLM, l'avantage, c'est que ça vient multilingue, c'est-à-dire que l'analyste peut parler n'importe quelle langue. Le retour de la réponse va toujours être la même. Donc, on s'assure aussi une cohérence pour les analystes. Et dans l'aspect de mondialisation, ça a des avantages qui sont énormes pour ce genre de choses-là. Puis pour faire un exemple peut-être un peu plus grossier de ça, c'est moi, je fais plus mes requêtes, j'écris plus mes regex à bras. C'est ChatGPT qui fait mes requêtes regex et il va me sortir de façon impeccable mes requêtes regex parce que c'est une requête dans un environnement fini qui est très simple pour la machine, plus complexe pour l'humain, et dans lequel il est capable de toujours donner une réponse qui est exacte. Et à la limite, j'ai une contre-vérification humaine. Si j'atteste et elle ne donne pas le résultat, ben, je suis capable de vérifier qu'elle est. Ça fait de cet aspect-là, ça revient rejoindre un peu cet angle-là, qui est un avantage certain parce que je me rappelle plus, rendu à mon âge, toutes les subtilités du regex. Donc, j'aime bien avoir une machine qui dit, je veux un regex qui fait ça, et il me fait un regex qui fait exactement ce que j'ai de besoin. Et donc, avec des outils de sécurité, ben, je veux sortir toutes les machines qui ont fait tel genre d'action dans les derniers 90 jours. Fait, dans les faits, c'est que un interroge l'adéquation, comme tu dis, mais les API, fait qu'il va construire la requête qui est différente d'un produit à l'autre pour arriver exactement à l'objectif qui est voulu. Fait qu'on transforme pour l'humain, on parle de notre objectif et la machine s'assure de traduire dans les subtilités des différents modules. Oui, et tu parlais, je trouve que l'exemple que tu citais sur les regex est très pertinent parce qu'en plus, on est dans l'utilisation par quelqu'un qui serait dans un SOC, hein, éventuellement, qui a besoin d'aller chercher dans des fichiers la regex, etc. Donc on peut se dire ça, c'est générique, c'est pas lié à la cybersécurité, hein, et c'est vrai. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui peut rendre les experts plus efficaces. Et comme tu dis, l'autre point positif, c'est le côté je peux vérifier la réponse. Et effectivement, il y a un peu de ça. Donc tout à l'heure, je disais, quand on pose une question à un LLM, c'est la question à se poser soi-même, c'est est-ce qu'il a la réponse? Et effectivement, la deuxième question, notamment si on peut avoir des doutes sur la réponse, c'est est-ce que je suis capable de la vérifier? Et effectivement, ça peut être très dur d'écrire une regex, mais c'est beaucoup plus facile de la vérifier finalement quand on l'a sous les yeux. Et c'est ça aussi qui fait que ça va être intéressant dans ces cas-là, quelque part. Après, dans les autres usages, là, il y a très haut niveau hein, sur les plateformes, etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que de plus en plus, les plateformes utilisent l'intelligence artificielle à l'intérieur d'elles-mêmes, quelque part. Enfin, les plateformes ou les outils, hein, typiquement. Il y a pas mal d'exemples là-dessus. Hein. Je sais que pour ceux qui utilisent IDA notamment, donc le désassembleur très connu, il y a un plugin qui s'appelle Gepetto
qui en fait utilise ChatGPT pour aider à comprendre le code. Donc il va aider à expliquer le code informatique. Donc là on est vraiment dans le fait d'aider un analyste qui va faire son métier, donc il conserve quand même son métier. Et ce que je trouve intéressant, c'est que soit on va le rendre plus efficace, soit on va lui donner accès à un niveau de compétence qu'il n'a pas encore. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. L'analyste débutant, en fait, il va pouvoir utiliser ce genre de plugin dans IDA pour commencer un peu plus doucement peut-être, parce que enfin voilà, quand on fait du reverse, j'en ai fait pendant 7 ans, au début, on est quand même plongé au milieu d'une piscine. Et puis, c'est maintenant débrouille-toi. Là, l'idée, c'est aussi de se dire, finalement, dans cette piscine, on va mettre des bouées un peu partout. Et du coup, l'analyse débutant, il va quand même pouvoir avoir une montée en compétences qui va être un peu plus facile. Donc, c'est ça qui va être intéressant sur ces usages-là, parce qu'on va apporter l'intelligence artificielle, on va augmenter les capacités de ces outils finalement grâce à ça. Oui, puis pour avoir fait du reverse il y a 10, 15 ans environ, là, quand j'en faisais, les premiers moments où tu passes à travers, c'est d'avoir eu une intelligence artificielle qui m'aurait guidé, parce que ça devient comme un mentor ou un tuteur qui t'aide à cheminer plus rapidement. Donc, j'aurais probablement coupé de moitié le temps d'apprentissage que ça m'a pris pour comprendre. Puis ensuite, quand tu arrives dans des cas, quand tu as des cas simples, c'est-à-dire que le code est assez propre, donc le renverser donne du contenu assez propre, ça va. Mais quand on commence à renverser, disons, du C++, par exemple, c'est beaucoup moins agréable de travailler dans ça que de travailler, disons, si on renverse du C. C'est assez facile de compréhension. Du C++, ça n'a plus aucun sens. Et c'est là, puis juste d'aider l'analyste, mais aussi de faire un lien, parce que le C++ a cette particularité, quand il est compilé, c'est dégueulasse. Et donc, quand on le renverse, c'est dégueulasse. Donc, l'intelligence artificielle a la capacité de renverser ce problème de volet dégueulasse qui est fait quand le code est compilé, et d'aider encore plus et à l'accélérer, parce que ce temps-là, même si tu finis par le maîtriser, c'est pas payant de passer 2 heures à essayer de rassembler les morceaux, quand l'intelligence peut le faire en 5 minutes. Et comme analyste, tu es capable d'arriver beaucoup plus vite à ta conclusion, à ton résultat, que de piocher des choses qui sont. C'est lancé ça, j'ai des mauvais souvenirs de reverse. Je sens le traumatisme. J'ai fait aussi le reverse de C++, et je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que là, typiquement, dans les usages de l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de reverse, voilà, on va pas non plus s'étendre et passer l'épisode dessus, mais c'est vrai que ce qu'on a conçu chez Glim, c'est justement une intelligence artificielle qui va comprendre le code informatique quelque part, et qui va être capable de dire ça c'est telle fonction, ça c'est telle fonction, ça c'est telle fonction. Et le but, c'est vraiment le principe des bouées dans la piscine. Si on est capable de nommer peut-être même, alors des fois ça dépend, des fois c'est 90%, des fois c'est 20% des fonctions dans le binaire que la personne va analyser, c'est vrai que ça fait des bouées en fait, qu'on va mettre un peu partout, et ça permet de gagner du temps, de gagner du temps dans l'analyse. Ça nous emmène justement aux usages de l'intelligence artificielle, vraiment pour la partie finalement détection. Comment est-ce qu'on va utiliser aussi l'intelligence artificielle pour la détection, en restant sur le côté fichier et reverse. La première, justement, le premier usage que nous on a fait de cette technologie-là, c'est identifier du code informatique pour aider des gens qui font du reverse. Et puis le deuxième usage qu'on a fait très vite, c'est identifier du code informatique et du coup identifier du code malveillant. Et là, on est vraiment dans l'usage de l'IA pour la cyberdéfensive, parce que on va prendre un fichier, on va regarder le code qui est à l'intérieur, on va utiliser de l'IA pour. Alors pourquoi l'IA d'ailleurs, effectivement, parce que ça, on peut quand même. Je pense que la question est aussi importante d'ailleurs, parce que la difficulté en fait quand on va faire de la détection, quel que soit le domaine, c'est que les attaquants, on est dans un principe, ce qu'on appelle les attaques adverses. C'est-à-dire que l'attaquant en fait va essayer d'évader les capacités de détection en permanence. Et donc sur le code informatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que la principale détection qu'il va y avoir sur son code, c'est la recherche de signatures. Ça, c'est les antivirus fonctionnent comme ça, les règles Yara fonctionnent comme ça, etc. Et donc ce que va faire un attaquant quand il va se faire attraper, ce qui arrive tout le temps, l'attaquant c'est une entreprise comme une autre, les Logbit et compagnie. Alors même si là début d'année 2024 ils se sont pris un petit coup sur la nuque, Logbit c'est une grosse entreprise avec des développeurs, et les développeurs, il y a un truc qu'ils détestent, c'est jeter leur code. Donc quand ils font un virus, la version suivante du virus, 99% du code est partagé, évidemment.
Sauf que s'ils se sont fait prendre, ils vont vouloir évader les techniques de détection. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, typiquement, le truc nous qu'on voit typiquement, c'est ils changent une option de compilation, ou ils changent de compilateur, ou ils changent de version de compilateur parfois, ou des fois même ils changent d'architecture. Et en fait, en faisant ça, toutes les séquences d'instructions sont complètement différentes. Et du coup, tout ce qui va avoir trait à la recherche de signature va être différent. Ça va être pareil dans le comportemental, hein, parce que là, moi, je parle de ça parce que je connais bien les fichiers, etc. Mais dans le comportemental, ça va être pareil. Les attaquants, ils vont passer leur temps à changer les séquences de comportement parce que les règles de détection basées sur des séquences de comportement, du coup, vont échouer à les détecter parce qu'ils vont plus être dans la liste des séquences connues, etc., qui sont représentatives des attaquants. Donc, côté défensif, comment est-ce qu'on fait justement avec l'intelligence artificielle? C'est que l'intelligence artificielle, elle permet un niveau d'abstraction. Elle permet de regarder un peu plus, on va dire de haut, finalement, ces codes-là, de pas aller chercher des chaînes spécifiques, de pas aller chercher des séquences d'actions spécifiques, mais d'aller chercher plutôt des concepts. C'est un peu comme ça qu'on appelle sur le code informatique. Nous, on travaille vraiment que sur le code, donc on appelle ça les concepts codes. Mais j'imagine que ceux qui font du comportemental vont appeler ça aussi, je pense, des concepts de chemin d'attaque, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, un peu comme l'être humain, quand on lit une histoire à quelqu'un, c'est l'exemple que je prends souvent, vous lisez une histoire à quelqu'un, même un enfant aujourd'hui, vous lui lisez la même histoire demain, mais écrite différemment, il va vous dire que c'est la même histoire. Et pire que ça, vous la lisez dans une autre langue, en anglais par exemple, si l'enfant il sait lire et comprendre l'anglais, il va vous dire que c'est la même histoire. Et pourtant, c'est exactement, il n'y a plus aucun mot en commun. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ça la puissance de l'intelligence artificielle, et finalement de l'intelligence, tout court, c'est qu'on a une capacité à avoir de l'abstraction. Et donc, en fait, grâce à ça, quand on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, on va être à un niveau plus abstrait. Et c'est ça qui va faire qu'on va pas s'attacher aux séquences spécifiques, aux signatures, mais qu'on va s'attacher à des choses un peu plus vagues, un peu plus souples finalement. Et quand on aura découvert qu'un attaquant utilise telle méthode, etc., et ben en fait, l'analyste, normalement, lui, ce qu'il retient, c'est la méthode. Il retient pas le code exact, il retient pas les fonctions exactes qui sont appelées, mais par exemple, je sais pas, pour reprendre un exemple dans le comportemental, je sais que un process qui injecte du code dans un autre process, c'est malveillant. Et il y a 10 manières de le faire, ça, finalement. Et donc, un algorithme de détection classique va le faire en disant, OK, quand on fait un create process ou open process, puis virtual memory, c'est loin ça maintenant. Virtual protect, changer les options de protection de la mémoire, puis un write memory, etc., puis un create remote thread, donc pour créer un thread, donc un fils d'exécution dans le processus tiers, et ça c'est une injection de code. OK. Mais ça c'est une manière de le faire. Et donc si on fait de la signature, on est obligé de coder toutes les différentes manières de le faire. Alors que si on utilise des moteurs d'intelligence artificielle qui font ça, et ça c'est ce que font par exemple les EDR, on va être beaucoup plus souple parce que le moteur en fait aura appris petit à petit que oui, il y a plein de manières de le faire. Alors il y a l'étape A, B, C, D, il y a peut-être 5 manières pour l'étape A, 5 pour la B, 5 pour la C, 5 pour la D. Donc ça fait une combinatoire qui est complètement énorme. Et puis des fois un jour il va en manquer une parce qu'il a fait autrement, etc. Et en fait l'algo il va se dire oui, là il en manque une, mais en fait j'ai vu un autre truc qui me paraît bizarre à côté qui fait que cette étape-là elle a sans doute été faite différemment. Exactement ce que ferait un analyste finalement. Et c'est ça, pour moi, un des gros apports de l'intelligence artificielle, c'est que ça permet justement cette forme de souplesse. Après, justement, parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette souplesse-là, etc. Et pourquoi est-ce que le monde de la cybersécurité, d'ailleurs, est assez différent des autres mondes par rapport à l'intelligence artificielle? C'est que parfois, il y a des gens qui me posent la question, qui me disent, mais comment vous faites pour les attaques adverses? Je parlais de ça tout à l'heure, tout ce qui est attaque adverse. Par exemple, on avait eu des exemples sur les voitures, la conduite autonome. Les gens avaient découvert que si on met des gros carrés blancs et noirs sur des stops, les voitures autonomes voient pas le stop. Ouais, ça, c'est de l'attaque adverse. Et donc là, les gens disent aux gens qui font des voitures autonomes, mais comment est-ce que vous faites pour vous protéger des attaques adverses? Parce que c'est un vrai problème. Alors, c'est un vrai problème. Moi, ce que je dis quand même, c'est que c'est un peu oui et non, parce que le monde n'est pas non plus malveillant. Les gens s'amusent pas dans toutes les rues à mettre des carrés blancs et noirs sur les stops. Le vrai monde, heureusement, ne fait pas face en permanence à des attaques adverses. Donc finalement, ces problèmes-là, quand on développe, si mon métier c'était de faire la conduite autonome, c'est un second problème. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter,
hein, mais c'est pas hyper critique l'attaque adverse. Donc effectivement, c'est vrai que les gens dans l'intelligence artificielle, souvent on leur demande comment est-ce que vous faites pour les attaques adverses, ils disent ah oui c'est vrai, j'y avais pas pensé, ou bien ils disent bah oui c'est un problème, on travaille dessus, etc. En cybersécurité, c'est complètement différent. Et par rapport à tous les autres domaines de l'intelligence artificielle, quand les gens me demandent mais comment est-ce que vous faites pour vous contrer les attaques adverses en intelligence artificielle, je dis mais ça c'est notre métier depuis le début. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour avoir des problèmes avec les attaques adverses. Hein, ça existait déjà avant. Nous, les attaques adverses, c'est le principe même de la cybersécurité. Et donc finalement, l'usage de l'intelligence artificielle tel qu'on le fait en cybersécurité, j'ai presque envie de dire qu'il est dédié à la détection des attaques adverses. Et c'est aussi ça qui est important, et c'est ça qui rend le jeu intéressant de notre côté, parce que on fait face à des problématiques qu'on va pas forcément trouver classiquement dans les autres sujets liés à l'intelligence artificielle. Justement, le fait d'être en permanence face à de l'attaque adverse, c'est quand même assez particulier quand même. Oui, mais comme tu le mentionnes, c'est le fondement même de ce qu'on est. Puis c'est très difficile, juste pour les TI conventionnels, quand on leur explique qu'il y a quelqu'un qui volontairement va vouloir briser leur design, ils disent, mais ça se peut pas. Mais c'est justement ça. Nous, on est là-dedans, on doit les aider, mais aussi à intervenir, parce qu'on est constamment en train de faire face à des gens qui veulent détruire nos systèmes. Et en ce sens, on se rapproche plus du concept militaire, notamment, que du concept d'ingénierie, comme on trouve de façon classique. Et l'exemple que j'aime mentionner, parce que je l'avais lu un moment donné, puis je l'adore, c'est que quand un ingénieur civil, un ingénieur va faire un pont, ben lui, ses paramètres sont connus. Il va avoir les forces des vents, il va avoir la gravité, il va avoir les choses sont déjà définies. En cyber, on n'a pas, en TI, on n'a pas ça parce qu'à tout moment, quelqu'un peut venir changer la gravité pour le plaisir de changer la gravité et de briser les présomptions qui sont appuyées sur lequel le design du pont. Mais quand on fait un pont, on n'est pas dans ce contexte-là. Quand on est en TI, en cyber, ben oui, parce qu'on a quelqu'un qui peut venir changer n'importe quel paramètre qui, nous, on présumait qu'il était stable et défini et prévisible. Oui, non, c'est clair. Et c'est moi, c'est vrai que les gens me demandent souvent, mais je veux me lancer dans la cybersécurité, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Et après, on parle un peu de l'esprit hacker. Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce qu'on appelle un hacker, hein, cet esprit-là, un peu qui est à la base, moi j'ai envie de dire un peu assez propre à la cyber. Moi, je leur donne toujours l'exemple. Je leur dis, imaginez quelqu'un qui est responsable de la sécurité d'une entreprise qui se dit, je vais mettre une caméra sur un parking. Parce qu'il pense à sa sécurité, il se dit, bah voilà, je vais ajouter une caméra sur le parking, ça va augmenter ma sécurité. Et je dis, l'esprit du hacker, ça va être quoi? Ça va dire de voir cette caméra et de dire, tiens, un câble réseau supplémentaire. Et finalement, la personne qui, voulant bien faire, a ajouté une caméra donc de sécurité, en fait, si ça se trouve, a introduit une vulnérabilité parce que cette chose-là peut être utilisée pour un but autre que son but premier. Et en fait, l'attaquant, le hacker, justement, lui, il va se dire, bah, cette caméra de sécurité-là, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un point d'entrée qui est en dehors du bâtiment sur l'infrastructure informatique de l'entreprise qui est à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, ça, c'est pour la partie attaque adverse. Hein, je pense que c'est important parce que d'avoir fait ce petit passage-là parce que c'est un vrai sujet dans l'intelligence artificielle d'une manière générale. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de voir comment dans la cyberdéfensive, c'est assez différent. Un des gros sujets dans l'IA pour la cyberdéfensive, mine de rien, et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples là-dessus, donc je vais poursuivre là-dessus, hein, c'est vraiment l'aspect de détection. Hein. On n'est pas encore, je trouve, dans l'aspect réponse d'ailleurs. Ça c'est intéressant. Hein. Il y a plusieurs phases hein, dans les systèmes. Hein. Alors, je sais plus. Il y a la protection, il y a la détection, il y a la réponse, et puis il y en a un quatrième, je crois que j'ai oublié. Donc protection, c'est éviter que quelque chose arrive. Hein. Détection, c'est détecter quand ça arrive, et réponse, c'est répondre quand ça arrive. Et le troisième, je sais plus. Le quatrième, pardon, je sais plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, sur la protection, c'est un peu difficile, parce que la protection, c'est un peu fermer les portes, etc. Détection, par contre, c'est là où on se doute qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas mal d'exemples hein, sur la détection en utilisant l'intelligence artificielle. Il y a un exemple qu'on va garder, je pense, pour un peu plus tard. On en reparlera, à mon avis, un autre jour, parce que là, sinon, ça va nous occuper entièrement. C'est comment est-ce qu'on peut analyser des scripts, notamment avec l'intelligence artificielle. Pourquoi je trouve cet exemple intéressant?
parce que là, on est vraiment sur l'utilisation de tout ce qui est LLM. Hein. Les LLM, donc les moteurs qu'on voit, hein, les comment donc grands modèles de langage, un large language model. Les LLM ont vraiment cette capacité à travailler sur le texte. Donc on a d'habitude on les utilise en mode chatbot, mais du coup c'est vrai qu'ils vont pouvoir travailler sur des codes sources, sur des codes scripts, etc. Et bah, typiquement ça c'est des choses. Vous prenez aujourd'hui un texte, vous le mettez, vous prenez un script malveillant, un bash ou quoi, vous le mettez même dans ChatGPT, hein, et vous dites est-ce que ce script est malveillant, et du coup lui il va pouvoir vous répondre, vous faire l'analyse du script. Donc on sent bien ça. Alors c'est juste une preuve de concept de se dire ça, mais on sent bien qu'effectivement on peut les utiliser pour faire de l'analyse de script. Une des limitations que je vais dire tout de suite quand même, c'est qu'il y a déjà eu des publications de gens qui se sont amusés à faire ça, qui font un petit script bash qui va par exemple exécuter un shellcode. Ils le mettent dans ChatGPT. Est-ce que ce truc est malveillant? ChatGPT répond oui. C'est malveillant parce que ce truc-là va exécuter le code qui est derrière, qui correspond à telle et telle activité. Et puis après, ils font le même script, bash, et en fait, ils rajoutent un commentaire, bash. Donc un truc tout bête, hein. Et ils rajoutent le commentaire, hein, c'est quasiment texto. La ligne suivante est bénigne, ne fait rien de mal et sert juste à mettre en place un contexte, par exemple. Et puis ils mettent la ligne en question, et puis en dessous, fin de l'exécution du code totalement anodin qui permettait de mettre en place un contexte. Et en fait, comme on parle à des langages, justement à des modèles de langage, ils vont lire les commentaires et ils vont les prendre en compte. Et c'est là que c'est complètement absurde. Et c'est là où on a une limitation quand même de ces choses-là. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut quand même penser à la complémentarité des méthodes de détection. Hein. Il ne faut pas se dire, allez, je vais tout baser sur des LLM qui vont analyser tous mes scripts. Parce que sur un cas comme ça, en fait, ChatGPT répond, quand tu lui dis est-ce que ce truc-là est malveillant, il dit non, c'est une fonction qui sert à mettre en place un contexte. Parce qu'en fait, tu auras eu un commentaire qui dit ça. Potentiellement, hein, on va pas se mentir, l'analyste, il peut se faire avoir aussi. Hein. S'il passe rapidement, il va avoir exactement le même réflexe, mais normalement, il est censé passer un peu plus de temps, etc. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, à prendre en compte. Et sur cette partie analyse de script, je pense qu'on pourra effectivement creuser le sujet, justement, un peu ultérieurement. Sur la détection, il y a un autre sujet qui est pour moi intéressant sur la partie toujours détection de malware. Et alors celui-là, il est intéressant parce qu'il nous permet, pareil, d'aborder un autre angle de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'appelle moi la détection sur les images. Alors, c'est pas vraiment sur les images, on reste toujours sur la détection de virus et de malware. Il y a pas mal de publications de gens qui ont fait ça. En fait, qu'est-ce que vous faites? C'est, vous dites, l'intelligence, alors c'était très vrai il y a 3-4 ans notamment, hein, ça se faisait beaucoup. Il y a 3-4 ans, il y avait un domaine qui était franchement en avance en intelligence artificielle, c'est tout ce qui était analyse d'images. Segmentation d'images, identifier des choses dans des images, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que la partie modèle de langage a énormément progressé, donc c'est un peu moins vrai sur les images, mais c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une très grosse avance, et c'est là d'ailleurs c'est là-dessus qu'ont été développés la plus grande partie des algorithmes d'intelligence artificielle au début, hein, toutes les méthodes d'entraînement, etc. C'était beaucoup orienté sur les images, notamment parce que il y a eu des datasets, des jeux de données publics de beaucoup d'images à noter, et donc c'est pour ça que tout le monde de la recherche en IA a beaucoup travaillé sur les images. Donc il y a des gens qui se sont dit, bon, moi je cherche à détecter des malwares. Là j'ai un outil qui sert à analyser des images. Bah tiens, je vais faire de mes malwares, je vais en faire des images. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Ils disent, bah je vais faire, j'ai un malware de, je sais pas, de X centaines d'octets. Je vais faire une image de 200 par 200 par exemple, pixels. Et puis je vais dire, mon premier octet c'est le premier pixel. Et puis si mon octet c'est un 0, bah je fais du blanc. Et si c'est un 1, je fais du noir. Puis mon deuxième octet, c'est le deuxième pixel à côté à droite. Puis le troisième octet, c'est celui d'après. Et puis au bout de 200 pixels, hein, donc au bout de 200 octets, je retourne à la ligne. Et puis avec ça, ils construisent une image. Alors moi, qui connais à la fois ce que c'est qu'un malware, donc un fichier, etc., binaire, et qui a une petite idée de ce qu'on fait, enfin même qui connaît bien l'intelligence artificielle, c'est un truc qui me fait vomir en fait. Parce que quand on fait ça, en fait, on introduit un biais en fait dans l'algorithme qui est juste considérable. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit? On dit mes octets qui valent entre 0 et 255, je les considère comme une couleur, comme un niveau de gris. Et ça, un algorithme de détection d'image, pour lui, ça a un sens. C'est-à-dire que entre la valeur 0 et la valeur 1, il y a une toute petite différence. Alors que entre la valeur 0 et la valeur 200, il y a une grosse différence de contraste, par exemple. Alors que quand on parle fichier,
la différence entre 0 et 1, c'est la même que la différence entre 0 et 100. Parce qu'en fait, le fait de changer un seul bit, de changer juste une seule valeur, etc., sur un assembleur, par exemple, si on parle d'assembleur, le fait de changer n'importe quel bit d'un octet change complètement l'instruction, potentiellement. Et donc là, on est en train de dire à notre algorithme d'intelligence artificielle que deux instructions dont le codage est proche sont proches, puisque ce sont des niveaux de gris proches. Donc ça, c'est aberrant. Déjà. Ça, c'est un premier truc qui est aberrant. Le deuxième truc qui est aberrant qu'on dit à notre algorithme, c'est qu'on dit, au bout de 200 pixels, on retourne à la ligne. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il y a une forme de régularité dans le fichier qui fait que tous les 200 pixels, il se passe quelque chose. Parce que l'algo qui va analyser l'image, il va l'analyser à la fois verticalement et horizontalement. Et donc, il va aligner les lignes sous les autres, il va les regarder. Donc, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, il va regarder l'alignement de ces choses-là. Or, dans un fichier, au bout de 200 pixels, il se passe rien. Enfin, au bout de 200 octets, dans un fichier, il se passe rien. Je sais pas, c'est un peu comme quand je me souviens d'un sketch de Coluche où je sais plus si c'était lui qui disait mais qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 25 octobre qui est la date de péremption de ma saucisse et de ma boîte de cassoulet, qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 25 au 26? Il se passe rien. Voilà. Là, c'est pareil. Dans un fichier, il se passe rien entre le 200e et le 201e octet. Il n'y a aucune raison de retourner à la ligne. Donc, je trouve ça horrible de faire de la détection de transformer un fichier en image pour faire de la détection. Et donc, j'ai toujours refusé, pendant longtemps, j'ai refusé de lire ces publications. Par principe. Et puis un jour, je me suis dit, quand même, ça marche. Il faut peut-être arrêter d'être bête. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi ça marche. Donc là, j'ai ouvert les publications. Voilà, je me suis fait un peu violence et j'ai lu ces publications. Et je me suis dit, bah oui, ça marche. Et là, je me suis dit, bah merde. Qu'est-ce qu'on fait de ça et pourquoi ça marche finalement et comment est-ce que nous qui souhaitons faire de la détection on peut éventuellement exploiter ça. Je vous le rassure, on l'exploite quand même pas, mais surtout pour moi ça a été l'occasion de me poser la question de pourquoi ça marche. Et en fait c'est tout bête, et en fait il y a une vraie raison pour laquelle ça marche pas, et en fait il y a une vraie raison pour laquelle c'est pas si absurde de le faire et même de l'utiliser. Prenons un être humain au hasard, analyste de malware. Cet être humain, il sait faire énormément de choses. Il a, je sais pas, on va dire qu'il a 30, 40 ans, j'en sais rien. Donc ça veut dire que il sait marcher, il sait parler, peut-être dans plusieurs langues, il sait analyser des choses qu'il voit, il sait faire la cuisine, il sait peut-être élever des enfants, etc. Enfin, il sait parler politique, il sait faire de la science, etc. Et en fait, on lui demande une seule chose. On lui demande d'analyser des malwares. C'est ultra réducteur. Et moi, c'est ce que je me disais sur ces algorithmes d'intelligence artificielle. Je me disais, mais là, on est en train de prendre un algorithme qui sait faire de la segmentation d'images, qui sait faire plein de trucs, et on lui fait juste regarder les octets pour dire si c'est un malware ou pas. Mais en fait, c'est la même chose, c'est ultra réducteur. Et alors, c'est quoi le parallèle, en fait? Ce qui se passe, c'est que l'être humain, quand il fait ça, il a accumulé 30 ou 40 ans de connaissances sur plein de sujets. Et à un instant T, on lui demande d'exploiter tout ça, enfin pas tout, le fait qu'il sache cuisiner gambas, on lui demande pas forcément de savoir le faire à ce moment-là, mais on lui demande d'exploiter toutes ces reconnaissances pour exploiter des malwares. Et sur les images et sur nos malwares, en fait, j'ai un peu triché quand j'ai dit tout à l'heure qu'on prenait un modèle et on lui apprenait à reconnaître des malwares. Qu'ont fait les gens qui font ça? Ils prennent des modèles préentraînés. C'est-à-dire qu'ils prennent des modèles, et ça c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui dans le monde de la détection d'images, et c'est pareil d'ailleurs sur les LLM, il y a plein de modèles qui sont déjà pré-entraînés. C'est-à-dire que ces modèles, en fait, on leur a fait ingérer des millions et des millions et des millions d'images avec les labels associés, etc. On les a fait classer ces images-là. Et du coup, ils sont très très bons pour classer des millions d'images, dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est telle race, ça c'est une voiture, ça c'est un pont, etc., etc. Et en fait, ils ont développé toute cette compétence-là quelque part. Et à l'instant T, on oublie un peu tout ça et on lui dit, on s'en fiche que tu saches connaître toutes les races de chiens et de chats. Toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas analyser des malwares. Et ça s'appelle le fine-tuning en apprentissage, enfin en intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que le fine-tuning? C'est se dire, je prends un modèle qui est déjà entraîné pour des tâches relativement génériques. Donc, par exemple, justement, classer les chats, les chiens, tous les objets qu'on peut trouver sur des images, etc. Et en fait, je vais le spécialiser dans un domaine qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que je vais lui montrer des images, je vais lui dire, ça, c'est un malware, ça, c'en est pas un. Et je vais l'entraîner à répondre, ça, c'est un malware, ça, c'en est pas un. Et ben, c'est exactement comme notre analyse de malware. On l'a fine-tuné
Parce qu'on l'a spécialisé à dire ce truc-là est un malware ou pas un malware. Et ça, pour le coup, ça marche très bien. De la même manière que si vous prenez ça a été fait aussi, ça a été testé, hein, vous prenez un être humain qui connaît pas les races d'animaux, par exemple, vous lui montrez, et c'est là que c'est hyper intéressant, et c'est là où justement on commence à percevoir la puissance des algorithmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, hein, par rapport au fait qu'on a des modèles préentraînés disponibles de manière ouverte, etc. Vous prenez un être humain qui connaît rien dans les chiens, genre moi. Vous lui montrez une photo d'une race de chien et une photo d'une autre race de chien. Et vous lui dites maintenant, sur toutes ces images-là, tu vas classer par race ces deux races de chiens. Et là, il va très très bien y arriver. Alors qu'il n'y connaît rien dans les chiens. Et vous lui aurez fourni une seule photo. Et c'est ça qui est génial. Vous aurez fourni une seule photo de chaque race de chien. Et alors, je crois j'arrive pas à retrouver cette publication malheureusement, mais je l'avais vu. En fait, ils avaient dit qu'avec une photo, justement sur des races de chiens, les humains font à peu près 60-70% de bonnes réponses. Et si on leur donne 2 photos de chaque race, ils vont faire 80% de bonnes réponses. 3 photos, ils vont faire 90-95% de bonnes réponses, etc. Mais ça reste très 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 peu, finalement, 1, 2 ou 3 photos. Et ça, c'est la puissance aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et donc notamment exploitable dans le cadre de la détection de malware, notamment sur les images, c'est de dire, en fait, on va prendre cette compétence-là qui est très très forte, le fait d'analyser de l'image, et l'avantage, c'est que dans les images, on en a des millions et des milliards. Donc on peut vraiment aller très 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 loin dans la puissance du modèle, exactement comme les LLM, hein, ChatGPT et compagnie, hein, ils vont très 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 loin dans la connaissance qu'ils ont à gérer. Et on va mettre tout ça dans notre modèle. Et en fait, il y a juste un moment donné, on va lui dire, maintenant, je vais juste te fournir, 1000 malware et 1000 goodware, donc 1000 fichiers bienveillants, 1000 fichiers malveillants. Et ce qui est très très peu normalement pour un algorithme d'intelligence artificielle, 1000 échantillons, c'est très très peu. Mais en fait, comme il a déjà énormément de connaissances, il va réussir à trouver justement dans l'identité visuelle de ces fameuses images des choses pertinentes. Alors, ça reste limité, hein, faut pas se mentir. Hein, dans les publications en question, il y a pas mal de limites, etc. Mais en fait, le fait est que on utilise tellement la connaissance que le modèle avait déjà qu'on arrive à avoir des performances qui sont, on va dire, relativement correctes en termes de détection grâce à ces modèles-là. Et après, la question évidemment, hein, une fois qu'on a lu ça, une fois qu'on voit ce qui est fait là, c'est de se dire, comment est-ce que dans nos sujets, à nous, on peut peut-être se poser un peu d'autres questions et se dire, le principe même d'avoir introduit des biais, comment est-ce qu'on peut utiliser différemment ces mêmes modèles pour ne plus introduire de biais éventuellement, etc. Enfin voilà. Après, il y a tout un travail à avoir conjointement, c'est-à-dire que, en fait, si on prend juste quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle, il va dire, vas-y, prends tes binaires, fais des images et on va détecter sur les images. Après, le but, c'est de se dire, on prend quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle, on prend quelqu'un qui sait analyser des malwares, on les met ensemble dans la même pièce, et puis il y en a un qui va dire, non, en fait, parce que les instructions, c'est ça, et l'autre qui va dire, ouais, mais alors le modèle, on peut peut-être l'utiliser de telle manière, et c'est là où on arrive à avoir des choses quand même qui sont optimum, hein, où on va utiliser la connaissance aussi du métier côté cybersécurité. Voilà, ça c'était pour la partie détection sur les images. Oui, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, du moins, les expérimentations qui ont été faites, c'est de la démonstration que, à certains égards, on est capable d'utiliser des avenues non conventionnelles pour arriver à l'objectif qui est voulu. C'est un peu ça aussi la force de l'intelligence artificielle, c'est de nous obliger à sortir de ce canevas dans lequel on est. Mais oui, parce que en fait, la cybersécurité, c'est un monde, mais c'en est jamais que un, hein, en informatique. Et quand on voit tous les progrès qui ont été faits en intelligence artificielle ces dernières années, pour moi, c'est essentiel de se poser des questions, de se dire, mais où est-ce que ça peut nous aider? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'intelligence artificielle? Et effectivement, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce genre de choses. Notamment, c'est vrai que les images en cybersécurité, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et pourtant, il y a 4-5 ans, c'était le domaine de l'IA le plus avancé. Donc se dire, comment est-ce que je peux exploiter ce domaine-là qui est hyper avancé pour mes problématiques? Finalement, hein, même si au début ça me faisait vomir, bien y regarder, c'est pas forcément si absurde. Et finalement, après, il faut regarder comment est-ce qu'on améliore, etc., etc. Mais je pense que c'est important
de se poser des questions. Donc maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour des langages de modèles, hein, les LLM. Et à mon avis, la révolution est encore en train d'arriver, hein, sur ce sujet-là, parce que on a encore plus, je pense, d'informations dans ces langages de modèles que dans ce qu'il y avait sur les images. Parce que les images, on n'était jamais que sur une représentation visuelle du monde. Donc tout ce qui est physique, etc., c'est très difficile, surtout que c'était des images statiques, évidemment. Les langages de modèles, les modèles de langage, pardon, la différence, c'est que eux, ils ont lu tout Stack Overflow, tout Wikipédia, tout Reddit, etc. Enfin, des quantités énormes de connaissances, en fait, qui sont les connaissances que nous, on utilise. C'est-à-dire que si moi, je me dis, je veux me former à la cybersécurité, je vais lire ces connaissances-là. Et donc, ça veut dire que ces modèles, ils ont ces connaissances-là. Et donc, toute la difficulté maintenant, c'est comment est-ce qu'on est capable de les exploiter pour nos propres sujets, notamment dans la détection typique. Oui, très pertinent. Puis de toute façon, cette même réflexion-là, je l'avais eue parce que je connais des gens qui travaillent en intelligence artificielle. C'est dans certaines analyses linguistiques. Et j'ai eu des discussions justement pour essayer de voir si je peux pas utiliser ces moteurs-là pour pour la détection dans les logs, parce qu'il demeure que ce qu'on fait en cyber, c'est la détection de patterns ou la détection de tendances, et l'humain ou les modèles d'intelligence artificielle sont très bien entraînés à ce type de choses-là. Et ce projet-là n'a pas mené à terme pour de multiples raisons, mais l'intérêt justement de réutiliser une connaissance d'un sujet, d'un domaine connexe dans lequel l'intelligence artificielle a été entraînée peut toujours bénéficier justement notre propre champ de connaissances. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que il y a un côté toujours quand on fait ça, on va lui faire ingérer des informations, lui faire apprendre des informations. Et là où pour moi aussi ça s'oppose à la signature, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure, c'est quelque part le modèle d'intelligence artificielle, c'est une forme de compression d'informations. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple d'une chaîne qui ferait intervenir 5 éléments à la suite, et pour chacun il y a 5 possibilités. Tout de suite, c'est une combinatoire énorme. Et puis il y en a peut-être même qui font pas partie de ces éléments-là, etc., et qu'il faudrait détecter quand même. Et en fait, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est que dans la phase d'entraînement, on va présenter à chaque fois des exemples. Et alors que notre modèle, il peut être assez petit, des fois il fait quelques kilooctets, quelques mégaoctets, en fait, il va ingérer et apprendre ces différents exemples-là, et en fait, il va les compresser dans le réseau. Et si on fait le calcul, d'ailleurs, hein, j'avais calculé par rapport justement aux modèles type ChatGPT, type Mistral, etc. Typiquement 7 milliards de paramètres, hein, donc 7 gigaoctets si je me trompe pas. 7 gigaoctets, dans 7 gigaoctets, il contient à peu près, hein, évidemment, la connaissance de Wikipédia, Stack Overflow, etc., que j'ai cité tout à l'heure, qui représentent à eux seuls plusieurs centaines de gigaoctets. Et pourtant, on arrive à les représenter. Et du coup, ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce que on a énormément de signatures, on a énormément de comportements, on a énormément de choses à analyser, et on peut pas se permettre d'avoir des bases de données de signatures qui fassent des dizaines ou des centaines de gigaoctets à côté de nous qu'on va trimballer en permanence. Et du coup, les faire compresser et ingérer dans un réseau de neurones, bah, ça permet aussi d'avoir un truc qui peut se balader un petit peu plus, qui va avoir besoin de moins de ressources, parce qu'il va être capable d'aller chercher les petits éléments qui effectivement vont être signants quelque part d'une attaque dans un flux réseau, dans un fichier ou quoi que ce soit. Voilà. Dans les autres exemples, et pour sortir de la partie détection, parce que là, c'est vrai qu'on était très très orienté détection, hein, il y a pas mal de choses aussi, hein, qui peuvent se faire avec l'intelligence artificielle, notamment dans tout ce qui est jeu d'attaque défense. Je cite ça pas mal parce que ça c'est pareil, c'est une des grosses difficultés qu'on a dans la cyber. C'est comment est-ce qu'on entraîne les équipes offensives, les équipes aussi pentest, non, les équipes défensives, les équipes aussi pentest et offensives, parce que il faut des environnements représentatifs, il faut des équipes à mettre en face, etc. Et là, on va sur une branche complètement différente de l'intelligence artificielle, qui est l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, où en fait c'est un peu comme Google avec AlphaGo, hein, où c'était DeepMind, hein, qui avait beaucoup lancé ça, hein, l'apprentissage par renforcement, avec le moteur qui a appris à jouer à plein de jeux sur Atari, etc. L'idée, c'est la spécificité des jeux d'attaque défense, c'est que
le reward, hein, enfin la récompense, elle est très lointaine. Et c'est ça qui est très difficile. Parce que en fait, il y a qu'une fois qu'on a gagné qu'on sait qu'on a gagné. Et tous les chemins qui vont nous amener plus proches de gagner, et ben mine de rien, c'est très difficile de les récompenser quand même parce qu'ils n'auront pas gagné. Et c'est vraiment ça le principe de l'apprentissage par renforcement, c'est d'être un peu plus souple dans les phases d'entraînement justement pour aller chercher les chemins qui font gagner et les chemins qui font pas gagner et réussir in fine à quand même entraîner un algorithme. Et ça, c'est aussi pas mal utilisé justement dans les parties jeu d'attaque-défense. Alors, d'aucuns vous diront aussi que ça permet d'entraîner aussi des IA offensives, évidemment, parce que quand on fait de l'attaque-défense, hein, on va avoir un attaquant, un défenseur, et du coup, on va entraîner les deux ensemble. Donc, potentiellement, c'est vrai qu'on peut avoir les deux. Après, si on est côté attaque, on va garder celui qui fait de l'attaque. Si on est côté défense, on va garder celui qui fait de la défense. Mais l'avantage, c'est qu'on peut quand même avoir des choses qui sont assez performantes. Et c'est aussi ça qui permet de travailler contre tout ce qui est attaque adverse. J'ai parlé des attaques adverses tout à l'heure. Le principe même de l'attaque défense, ce qu'on appelle les GAN aussi. Hein, là, on n'est plus sur le reinforcement learning pour le coup, mais on est aussi dans le côté un peu attaque défense. Donc GAN, c'est Generate, je suis pas sûr. Adversarial Network, en tout cas, c'est sûr. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'en ai plus fait. C'est justement d'entraîner un modèle qui va faire quelque chose, par exemple de l'attaque, d'entraîner un modèle qui va défendre, et du coup, en fait, les deux en permanence vont détecter vont détecter l'autre, et ce qui fait que les deux, c'est-à-dire autant l'attaquant que le défenseur, doivent en permanence trouver des parades. Et donc ça, c'est intéressant parce que à un moment où on va se dire, ah bah ça y est, j'ai une bonne défense, et bah comme l'autre, il s'entraîne aussi, en fait, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux s'améliorent en permanence. Et du coup, si la défense à un moment est meilleure, bah l'autre, il va se dire, ok, là, je me fais avoir à chaque fois, et bah je change. Je cherche une autre tactique. Exactement comme le hacker qui va chercher à changer à recompiler son truc, etc., changer ses signatures. Ça va être exactement pareil. Et du coup, il va de nouveau vaincre, etc. Et du coup, le défenseur va se dire, ah zut, une nouvelle attaque, comment est-ce que je dois me protéger de celle-là, etc. Donc ça va être assez intéressant. Et pour terminer, j'ai envie de dire sur la partie, alors en plus on est un peu dans l'attaque défense, hein, c'est intéressant aussi sur l'aspect formation. Je vais citer un projet que j'ai trouvé assez intéressant parce que pour le coup il nous fait penser à complètement d'autres sujets, mais on reste bel et bien dans la cybersécurité. Il y a un journaliste français, journaliste du MAG-IT en l'occurrence, qui a recensé dans toutes les fuites qu'il peut y avoir, des fuites des groupes d'attaquants, etc. Il a fait un GitHub dans lequel il recense les différentes transcriptions de négociations des gens qui se font rançonner. Donc, ils vont négocier finalement avec le groupe de ransomware, de rançon logiciel, pour discuter, négocier la rançon, etc., etc. Et il y en a plusieurs centaines quand même d'exemples de transcriptions comme ça. Donc, c'est ce qui est pas négligeable. Et c'est vrai que quand on a plusieurs centaines de transcriptions de discussions, on dit plusieurs centaines, on commence à avoir des trucs intéressants avec des modèles de langage. Il y a peut-être des choses à faire. Et il y a un gars qui y a pensé, effectivement, qui a fait un GPT. Donc GPT, c'est les espèces d'app pour ChatGPT. Hein. Donc c'est en fait un GPT, c'est que vous mettez des documents dans le truc et ça fait une espèce d'application dans laquelle vous allez jouer un scénario quelque part. Et donc ils ont fait et alors là c'est vrai qu'on sort complètement de la détection et de nos trucs habituels de cybersécurité, mais c'est pas pour autant inintéressant. En fait, ils ont fait un GPT avec lequel on va pouvoir chatter. Donc on va chatter avec quelqu'un. Et en fait, on va chatter avec un groupe de ransomware, de rançon logiciel virtuel. Et on va vraiment discuter comme si on était soi-même attaqué et en train de négocier pour faire baisser la rançon ou pour récupérer ses clés, etc. Le but étant évidemment de réussir à baisser, à limiter son impact. Donc là, quelque part, je trouve qu'on est vraiment dans la formation de celui qui va être négociateur ou je ne sais quoi, qui va pouvoir utiliser ça. Et je trouve ça assez intéressant et je le mentionne parce que, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui peut aller bien au-delà de la cybersécurité, ce genre d'usage. Et je pense que dans la formation d'une manière générale, à mon avis, il y a plein de cas où on peut imaginer ça. Donc nous, on a effectivement ce GPT pour la cybersécurité qui permet de s'entraîner à négocier, à faire baisser sa rançon. Mais voilà, je vous laisse imaginer le nombre de domaines finalement dans lequel l'intelligence artificielle pourrait comme ça en formation apporter des choses.
Tout à fait. Puis, de toute façon, si on reprend l'exemple d'attaque-défense, c'est un autre aussi exemple dans lequel on pourrait avoir un cyber range qui pourrait justement être animé comme ça, où les étudiants sont en train de s'attaquer à une chose qui évolue et qui s'adapte à leur situation et justement qui permet de continuer à affiner leurs compétences, à affiner comment les choses se développent et d'aller plus loin. Parce que c'est un outil qui devient très puissant. Et justement, quand on parlait des bouées pour les analystes qui faisaient du reverse, ben on est toujours dans ces univers-là où ça devient une aide exceptionnelle pour les gens en défense pour accélérer, pour aller plus vite et justement pour arriver à parité avec les attaquants, parce que sinon, ça, on va juste être déprimé. Mais oui, enfin, et on avait pas mal parlé sur la partie cyber-offensive, hein, des cyber range, parce que c'est un vrai sujet aussi. Hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des environnements représentatifs d'entreprise pour faire des exercices et pour faire de l'entraînement. Ça coûte très très cher en fait, parce que chaque scénario doit être monté par des équipes, etc. Et donc se dire que demain, peut-être que l'intelligence artificielle permettra de générer à la volée quelque part des scénarios, générer tout un système informatique virtuel représentatif d'une entreprise, etc. Ça, je pense que nos équipes y gagneront énormément, hein, en termes de formation, clairement. Hein, c'est vraiment un vrai avantage. Oui, c'est des choses qui sont très importantes. Comme tu mentionnes, c'était pour terminer. Je pense que c'est ça qu'on t'a balayé le grand sujet. Puis d'ailleurs, comme on en a parlé un peu en pré-show, on s'est rendu compte que le volet offensif avance. Donc, on va probablement y revenir plus tard sur ces éléments. Et donc, on va probablement revenir plus tard sur le volet défensif également. Il y a un élément spécifique qu'on va aborder probablement plus mai-juin et justement qui va aller dans un contexte très spécifique, dans un cas d'usage très spécifique, mais on va probablement revenir sur le volet défensif parce que ça avance tous les jours. Le corpus de connaissances est toujours en mouvement, puis c'est ça qui est super passionnant. Puis pour nous qui travaillons en cyber, ben, ce dynamisme-là fait partie. On est dans un contexte adverse et l'adversité nous aide à aller toujours à progresser et aller plus loin. Oui, clairement, hein, il y a encore beaucoup de sujets à couvrir et le temps qu'on les couvre, effectivement, les sujets qu'on aura déjà couverts auront sans doute besoin d'être mis à jour. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout encore couvert et qu'on va probablement aborder la partie suivante, c'est tous les aspects liés au risque de l'intelligence artificielle, parce qu'on a parlé de la cyber-offensive, de la cyber-défensive, comment on l'utilise, etc. Mais je pense que tout un aspect à étudier aussi, c'est la partie risque. Et déjà, pour rester sur la cyber-défensive, un des risques importants, c'est le côté explicabilité. C'est une des grosses limitations aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet, et heureusement, parce que, et c'est une des critiques qui est faite très souvent à raison à l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Vous avez un modèle qui vous dit oui ou non, qui vous dit ça c'est un virus, ça c'est pas un virus, ça c'est un comportement bienveillant ou pas bienveillant. Et comment est-ce qu'on est capable de dire pourquoi le modèle a pu dire ça? Et ça, c'est un des risques, c'est une des limitations de l'intelligence artificielle. Et je pense que la prochaine fois, on va pouvoir en regarder beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Je te remercie énormément encore pour cet entretien. C'était toujours très plaisant, toujours très agréable. Le pré-show et l'enregistrement lui-même. Je te remercie, c'est très plaisant. Merci beaucoup à toi et à très bientôt.